Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de continuer à explorer ma ville. Et si vous vous souvenez, à la fin de la première vidéo, on avait visité la cathédrale. Je vous avais déjà montré ce bâtiment. Donc on va continuer en traversant de nouveaux quartiers. Et comme la dernière fois, je vais essayer un peu de vous expliquer comment c'est construit et qu'est-ce qui a inspiré ces constructions. Là, on arrive dans un petit quartier qu'on va rapidement traverser, qui est inspiré de Florence, en Italie. Il est surplombé par une reproduction du dôme de la cathédrale de Florence que je vais vous montrer. Et ce sont des maisons de l'époque de la Renaissance avec différents aménagements et des escaliers qui montent et qui descendent pour donner accès au bâtiment. Alors là, on voit le côté de la cathédrale, un petit marché couvert. Je vous laisse regarder les détails. Et voilà la reproduction de la cathédrale de Florence. Et là, sur le côté, le bâtiment qu'on ira visiter juste après, qui est le palais d'été. Et juste avant, je vais vous montrer comment l'intérieur de cette cathédrale est réalisé. C'est beaucoup plus petit que la cathédrale gothique qu'on a visitée auparavant et plus simple. D'ailleurs, le bâtiment n'est pas terminé. Vous voyez que toute la partie au fond n'est pas décorée. Et il y a juste un peu de travail sur le sol, les colonnes ou ce genre d'ornement autour de la porte. Donc on va ressortir et le palais d'été, ça va être aussi l'occasion de vous montrer des jardins et plus d'intérieur. Là, vous vous souvenez qu'on est passé par là la fois précédente. Donc là, on continue à remonter une des deux rivières qui entourent la grande île, sur laquelle à peu près la moitié de la ville est construite. Alors voilà, je vais vous montrer une vue générale du bâtiment qui est inspirée à la fois de Versailles et du Louvre, avec cette symétrie et différentes ailes. Et le palais est pris entre un petit jardin qui donne sur le fleuve et un plus grand parc derrière que je vais vous montrer. Ce sont des jardins à la française. Le mieux est de prendre un peu d'altitude pour que vous voyez comment c'est conçu. Donc là, on passe au-dessus du centre du palais et on survole les jardins qui sont derrière et qui s'étendent assez loin avec des fontaines, des statues, différents massifs. Chaque massif a un dessin qui lui est propre. Et ce parc est en partie inspiré des parcs des palais du XVIIIe siècle, avec par exemple ici un petit labyrinthe
kiosque au milieu d'une place circulaire qui rappelle le genre de décoration de jardin qui était faite à cette époque. Et le fond du parc n'est pas entièrement terminé. Vous avez aussi des îles artificielles avec des kiosques dessus. Et par exemple, ce genre de petit édifice de style chinois ou asiatique qui rappelle ce qu'on appelait des chinoiseries au XVIIIe siècle, des imitations un peu exotiques de bâtiments chinois pour décorer les jardins. Ça, c'est une réplique d'un petit palais qui s'appelait le Grand Trianon à Versailles, qui a disparu, qui a été faite par quelqu'un d'autre. Et là encore, j'essaye de vous montrer un peu les jardins, si vous voulez en tirer quelques idées. Alors en allant par là, on a une sorte de cimetière privé pour la famille royale. Et là, je vais vous montrer le petit secret. Il y a un passage, vous voyez, qui ouvre sous le monument et qui permet de descendre dans tout un réseau de cryptes qui est caché sous le parc. Donc je ne vais pas l'explorer entièrement. Vous avez différentes salles et des petits passages secrets qui permettent de descendre à d'autres niveaux. Je crois qu'il y en a un par là. Voilà, là ça descendrait vers des grottes, mais on ne peut pas tout observer, donc je vais revenir à la surface pour continuer la visite. Alors on va remettre un peu de soleil et repartir pour voir un peu plus le parc. Alors par ici on a une orangerie. Ça aussi c'était très courant dans les palais royaux au XVIIe et au XVIIIe siècle. Une partie qui était consacrée à la culture des oranges, qui étaient à l'époque des fruits beaucoup plus exotiques et recherchés qu'aujourd'hui. Donc maintenant on revient vers le palais et je vais vous montrer l'intérieur, du moins une partie de l'intérieur. Alors là on est rentré à l'envers, voilà. Vous avez cette sorte d'atrium qui distribue les différents niveaux et on va explorer surtout le premier étage qui est l'étage noble dans les palais à cette époque. Vous avez différentes antichambres comme celle-ci. Et par ce côté-là, on va aller dans le théâtre du palais, qui est cette grande salle allongée. Vous voyez la décoration des murs avec des dorures et des sortes de guirlandes dorées. Et ça, c'est la scène du théâtre. Donc voilà, to be or not to be. Et vous avez des faux décors volontairement un peu sommaires qui sont faits pour donner l'impression que c'est une scène de théâtre. Donc là on va mettre un peu de lumière puisqu'il fait nuit à l'extérieur. Et
Ça, c'est une idée pour vos bâtiments qui est de doubler l'épaisseur des murs. Comme ça, vous pouvez décorer l'intérieur avec la couleur qui vous convient et pas forcément reproduire toujours la même couleur que l'extérieur. Ensuite, on a des enfilades de pièces. Alors là, vous avez une sorte de salle à manger avec des murs en laine jaune, une petite galerie qui passe sous les fenêtres et quelques meubles, une cheminée. Là, c'est une bibliothèque, toujours avec des ouvertures dans les plafonds pour la lumière, avec des échelles qui permettent d'atteindre les livres, un petit bureau, les éclairages que vous voyez là, vous voyez, sont incrustés dans le plafond et avec quelques colonnes collées contre les murs, vous obtenez un effet assez sympa, comme là également. Ça, c'est une sorte d'entrée. On ressort par une des grandes portes en descendant ces escaliers et vous voyez simplement coller des colonnes un peu colorées, accrocher quelques lampes et vous obtenez quelque chose d'assez réaliste. Je ne vais pas vous montrer les autres niveaux du palais, sinon on va y passer trop longtemps. Mais vous voyez, il y a des systèmes de terrasses qui permettent de jouer un peu avec les altitudes, ou alors des décorations comme ces grandes coupes remplies de plantes tombantes. Le bâtiment suivant qu'on va aller voir, c'est le temple du Zodiaque, qui est assez original. Donc là, on revient sur l'île principale où est construite la ville. Une petite place avec une statue d'éléphant, plutôt un square. Et là, vous avez donc ce bâtiment qui n'est pas immense, qui est inspiré d'une église, une cathédrale même, qui est à Saint-Pétersbourg. Et à l'intérieur, il y a une décoration entièrement bleue, avec les signes du zodiaque sur les murs, et un ciel assez intéressant. Regardez. Donc tout est fait en lapis-lazuli et en laine bleu foncé, et le plafond représente comme un ciel étoilé avec quelques torches qui donnent l'impression d'avoir des étoiles. Et vous avez différentes portes de temples un peu grecs, classiques, qui ont l'air de flotter dans la nuit. Et donc vous avez différents symboles. Là, je vous montre la décoration au sol. Là, c'est le symbole du soleil. Vous aviez la lune de l'autre côté. Et on va ressortir pour continuer la visite en suivant cet aqueduc qui n'a pas été entièrement terminé. Là, on est toujours en train de longer la rive de cette île centrale. Donc vous voyez différents styles d'immeubles, une toute petite île reliée par des ponts avec une tour gothique, des immeubles par ici qui sont de style un peu haussmannien comme à
à Paris. Et là, on arrive dans un quartier qui est, lui, inspiré par Venise. Alors ça, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est l'université qui est inspirée par l'université de Moscou, qui a été construite à l'époque de Staline, qui est là redécorée dans un style un peu plus flamboyant. J'attends que ça charge un peu. Et derrière ce bâtiment, vous avez tout un quartier dans un style plus moderne. Mais on va garder ça pour une autre fois. Et c'est ce quartier que je voulais vous montrer, qui est inspiré par Venise, donc avec une architecture vénitienne, des canaux, des immeubles qui sont reliés par des ponts suspendus, comme celui-là qui rappelle le pont au Soupir, et plein de petits détails pour essayer de rendre réaliste cette mini-Venise qu'on a ici. Là, ce qui est amusant quand on construit, c'est de gérer toute la complexité des différents niveaux. Et au centre de ce quartier, sur une colline, on a une sorte de grande église baroque dont je vais vous montrer l'intérieur également. Avec ce genre de coupole, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup dans quelques églises en France. Par exemple, ça rappelle l'église des Invalides, mais aussi dans le sud de l'Allemagne ou en Autriche, en Italie. Donc on rentre par là et on a à l'intérieur une décoration assez chargée. Là on est sous la coupole principale et il y a différents hôtels baroques comme celui-ci. Vous voyez ce genre de frontons à la grecque qui sont coupés. C'est assez typique de la décoration des églises baroques. Vous avez différentes petites chapelles aussi, avec des autels de différentes couleurs. Celui-là est plutôt dominé par les couleurs du bois. Celui-là, c'est du bois un petit peu plus foncé. Et vous en avez un autre en face qui lui est plutôt bleu. Et donc si on monte sous la coupole, on a une vue, bon là il pleut, mais qui est assez amusante sur la ville. Et là vous voyez que ça n'est pas parfaitement calibré. Vous avez un côté du bâtiment qui fait un bloc de plus, parce que c'est un des premiers bâtiments que j'ai construit et il y avait une petite erreur que j'ai dû ensuite camoufler. Donc on va remettre le soleil et je vais vous montrer un dernier grand bâtiment. Là, on va aller voir la cloche du campanile de l'église. Ça c'est plus inspiré par les campaniles italiens. Vous voyez la cloche à l'intérieur qui est suspendue. Et là, si on monte tout en haut, on a une vue à 360 degrés sur la ville. Bon, malheureusement, avec les limites de distance qui sont propres à Minecraft. Alors ça, c'est un musée également, le musée de la guerre, dans lequel j'ai fait la décoration intérieure. Et je vais vous montrer différentes machines
de différentes époques. Le bâtiment rappelle un peu l'autre musée qu'on avait vu la première fois, par l'utilisation d'un toit en verre, une grande verrière, pour permettre à la lumière de pénétrer dans le bâtiment. Vous voyez, c'est un grand carré autour d'une cour, avec une décoration un peu plus moderne. Là, on serait dans les années 20 ou 30. Et l'intérieur est divisé en plusieurs sections par époque. Si vous téléchargez, vous avez les textes en anglais et en français à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer quelques machines. Comme ça, on est dans la période la plus ancienne. C'est une sorte de loupe géante, comme celle utilisée par Archimède dans l'Antiquité, paraît-il. Et là, une catapulte. Les catapultes, c'est des machines de l'Antiquité et très peu du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense souvent. Elles étaient fabriquées surtout par les Romains. Ça, c'est une tour de siège, donc là qui pourrait être antique ou du Moyen-Âge, donc qui servait à attaquer les murailles des forteresses ou des villes assiégées. Et vous avez quelques autres machines de siège. Ça aussi, c'est plutôt antique, c'est un scorpion. Ça lançait une sorte de flèche géante. Et là, vous avez la machine emblématique du Moyen-Âge, c'est un trébuchet, avec un contrepoids qui projette une pierre à très grande distance. Et puis en dessous, les premiers exemples d'artillerie qui sont apparus au Moyen-Âge, des bombardes comme ça. À côté, vous avez une sorte de mortier à droite, puisque c'est au XIIe ou XIIIe siècle qu'on voit vraiment apparaître les formes d'artillerie les plus basiques en Europe, en utilisant un savoir-faire qui a été élaboré en Chine. Alors on continue et on arrive dans une section un peu plus moderne. Là on va être au XIXe siècle. Donc vous avez quelques canons comme ça de campagne, une artillerie qui devient beaucoup plus puissante, et il y a aussi pas mal de machines complètement inventées, comme par exemple ça, qui est une sorte de tank à vapeur avec une tourelle dessus, différents canons. C'est un peu fantaisiste, hein. Et il y a 2 niveaux à l'intérieur, les machines, et puis là vous avez les chaudières et le poste de pilotage devant, qui permet de conduire le véhicule et d'orienter les canons. Et donc si on revient au premier niveau, là vous avez les essieux qui sont faits avec ces sortes de lavabos qui peuvent être utilisés dans Minecraft. Là vous avez un canon géant, lui aussi orientable, et là encore un peu fantaisiste, hein, ça n'a pas vraiment existé ce genre de choses, avec des roues qui permettent de le faire passer sur des voies ferrées, et à l'intérieur un mécanisme pour surélever, pour changer l'angle du canon, et là aussi un poste de pilotage. Et je vais vous montrer le bout du canon.
machines ont droit à leur petite explication. Ça par exemple, c'est un canon multiple avec plusieurs fûts. Ou alors, ça aussi c'est fantaisiste, c'est une sorte de machine à écraser avec des marteaux géants sur le côté. Ça fonctionne à vapeur. Bon, c'est pas super sérieux. Alors par là, on arrive au XXe siècle avec ce genre de tank qui rappelle un peu les premiers tanks de la Première Guerre mondiale, les tanks anglais et français. Et vous voyez les chenilles et une tourelle. Et si on continue par là, donc là encore, invention, on a une tour de combat avec des roues et un poste de pilotage surmonté d'une tourelle. Je ne vous montre pas l'intérieur, mais ça aussi, ça peut se visiter. Et puis des tanks plus petits, comme ça, ou comme celui-là. Ceux-là sont fabriqués dans une usine qui est ailleurs dans la ville, que je vous montrerai peut-être la prochaine fois, puisqu'il y a un grand quartier industriel avec des usines géantes. Et là, vous avez différentes tourelles qui rappellent un peu les forts de la Première Guerre mondiale. Et enfin, là, on arrive dans la partie la plus futuriste. Donc là encore, pas très réaliste. Alors ça, c'est une sorte de tank avec des pattes d'araignée. Je crois que ça s'appelle tank arachnomorphe, ou je sais plus comment je l'avais appelé. Avec une cabine. Voilà, chasseur de chars arachnomorphe. Et c'est une cabine avec des canons surmontés qui surmontent un corps et des pattes orientables. Et alors ça, c'est mon favori. C'est un robot, une sorte de méca avec là aussi tout un intérieur, le poste de pilotage que je vais vous montrer rapidement, le fauteuil du pilote, le réacteur à l'arrière. Là vous avez une salle avec le contrôle des armes. Voilà, on a fait un peu le tour de ce musée. Je vais vous montrer la cour qui est au centre, qui est décorée avec une grande statue d'Atlas. C'était le géant dans la mythologie grecque qui supportait le monde sur ses épaules. Et pour terminer, il resterait encore quelques quartiers à vous montrer, donc je pourrais faire une autre vidéo. Je vais vous montrer un peu la place centrale de la ville. C'est là qu'on avait commencé la construction. Donc les bâtiments sont plus simples. Là vous avez un arc de triomphe qui est assez directement inspiré de celui de Paris. Et toujours on a essayé de garder ces perspectives. À gauche, c'est la salle du trône que je vais également vous montrer, mais c'est un des bâtiments les plus anciens et donc ça n'a pas le même niveau de détail et la variété de matériaux que les autres intérieurs
ont eu après. Vous voyez, c'est relativement basique. Et donc si on retourne sur la place, là vous avez quelques immeubles qui l'entourent sur le modèle des places, comme la place de la Concorde, et quelques bâtiments. Alors ça c'est un autre palais, un des premiers bâtiments aussi que j'ai construit. Il est nettement plus simple que ce qu'on a fait par la suite, et je vais terminer avec cette image de coucher de soleil sur la ville. La prochaine fois, si on visite d'autres quartiers, je pourrais vous montrer des zones plus modernes, industrielles, et avec également des dirigeables et des immeubles très élevés. Merci en tout cas pour votre attention, et à bientôt.